Nunavut, février 2021. Température, 63 degrés. Durée d'ensoleillement, 2 heures. Distance de la ville la plus proche, 9 jours en traîneau. Dans un village où il n'y a plus d'enfants, plus de hurlements de chiens, une traînée d'empreintes mène à une cabane à la cheminée de travers. Tout le monde est déjà parti. Tout le monde, sauf un. Elias avance lentement dans la neige qui lui arrive aux chevilles. Il porte un manteau sans fermeture éclair, un chapeau usé et un pantalon cousu à la main. Au village, on disait qu'il avait perdu tout contact avec la réalité, qu'il se laissait mourir à petit feu. Cet hiver-là, un étranger arriva. Dante, géologue, vêtements techniques, drone, générateur, avion. Il s'est moqué de la cabane, il a dormi dans la caravane. Le 4e jour, la fumée a cessé de s'élever. À la 5e tentative, la vitre de la porte s'est fissurée. Et le 6e jour, Dante frappa à la porte de l'homme qu'ils appelaient une relique. Elias ne dit rien. Il ouvrit simplement la porte. Et le monde gelé se divisa entre ceux qui partent et ceux qui restent. Avant Dante, avant l'hélicoptère, avant la tempête. Il y avait le silence. Elias vivait dans la dernière cabane au nord du village d'Opaluk, dans l'une des régions les plus inhospitalières du territoire arctique du Nunavut. Ses voisins, peu nombreux et âgés, passaient leur journée à l'intérieur, à écouter des radios à piles et à attendre la prochaine livraison de provisions. Quand les plus jeunes enfants partaient pour la ville, il n'y avait pas d'adieu, juste des portes fermées par des planches. La même année, l'école fut transformée en entrepôt. Le dispensaire fut fermé. L'épicerie fut prise de froid. Un à un, les habitants se résignèrent à la logique de la ville. Chauffage central, éclairage électrique permanent, nourriture en rayon. Mais pas Élie, non par entêtement, ni par orgueil. Il ne voyait tout simplement aucun intérêt à courir. Je me réveillais chaque jour dans le noir. Je faisais du feu avec de la sciure et du vieux papier. Je chassais en silence, à pied, de vieux outils rouillés, mais fiables. Je réparais tout avec les moyens du bord. Le réfrigérateur me servait de sol. L'eau, je la faisais fondre à la main. « Est-ce ça la vie ?» murmura l'un des derniers à partir. Elias ne répondit pas. On l'appelait « celui qui est resté », parfois avec pitié, parfois avec mépris. Lors du seul atterrissage de l'hélicoptère de ravitaillement ce mois-là, un des soldats a fait la remarque suivante. « Celui-là ne tiendra pas un autre hiver. Il ne fait que retarder la fin. » Élie entendit. Il continua à couper du bois. Au fond de la cabane, parmi des chiffons et des boîtes de conserve, il conservait un compartiment secret contenant 2 pierres noires, lisses comme de l'obsidienne. Il les chauffait sur le poêle et les enveloppait dans un linge avant de dormir. Il n'a jamais expliqué à quoi elles lui servaient. Lorsque Dante arriva, la glace n'était pas encore complètement brisée. Il est arrivé à bord d'un hélicoptère blanc arborant le logo du gouvernement canadien et bardé de capteurs. À sa descente, il communiquait par radio tout en consultant une épaisse tablette enveloppée de caoutchouc thermique. Un géologue, envoyé sur place pour étudier le dégel du pergélisol et les changements du sol, 4 jours de collecte de données, puis retour. Il aperçut le village abandonné d'en haut. Au sol, seules 3 huttes semblaient habitées. 2 abritaient des personnes âgées, enfermées à l'intérieur. De la fumée s'échappait de la cheminée de l'une d'elles. Les fenêtres étaient dépourvues de vitres. Elias habitait là. Lors de leur premier contact, Dante hocha la tête. Il n'y eut aucune réponse. Il a essayé de dire « Bonjour ». Rien. « C'est dingue », a-t-il commenté dans l'enregistreur. Il est fossilisé, tout comme la maison. Il installa son campement à proximité. Caravane chauffée, panneaux solaires, batterie de secours, groupe électrogène. Il mit tout en marche. Il brancha le chauffage intérieur. Elias continua en silence, coupant du bois avec sa vieille hache. La 2e nuit, le générateur est tombé en panne. La température a chuté. Température interne. 15 degrés en 4 heures. Dante sortit, ses pieds crissant sur la neige. Il vit Elias tirer un traîneau chargé de bûches. Le feu dans la cabane continuait de brûler vivement. Le lendemain matin, du givre à l'intérieur de la fenêtre. Des câbles rigides. La radio muette. Le panneau solaire gelé. Il avait besoin d'entendre le craquement du sol, signe d'un effondrement thermique. Mais il n'entendait que le claquement de ses dents. La nuit du 4e jour, Dante se rendit. Il frappa à la porte. Pas un mot. Elias ouvrit la porte, fit de la place, et désigna le banc à côté du poêle. Dante entra, ses doigts décolorés. Il s'assit. Silence. Il entendait le crépitement du bois. La chaleur était différente. Ce n'était pas du confort. C'était de la survie. L'odeur du bois humide.
du tissu brûlé et du poisson séché, bouillie épaisse, bols ébréchés, pas de couvert, pas de conversation. Il dormait là sous une couverture rêche. Le vent hurle, le plafond est peint, j'ai l'eau à compter. Et parfois, j'avais l'impression que les murs murmuraient. Le troisième jour, des signes de tension, humidité dans un coin, fumée persistante, plafond qui craque. Dante a essayé d'aider avec du ruban adhésif résistant à la chaleur. La colle ne fonctionnait plus. Il a essayé l'aluminium. Il a gelé et s'est détaché. De la mousse expansive, elle a explosé. Ça ne marche pas ici, murmura Elias. Au sol, des marques de brûlures circulaires, des pierres. Dante vit, mais ne posa pas de questions. Ils trouvèrent leur rythme. L'un alluma le feu, l'autre vérifia le toit. Ils se relayaient pour s'occuper du poêle, des couvertures, du silence, jusqu'à ce que la vraie nuit arrive. Le vent s'engouffre par la porte. La toile vibre comme une voile qui se déchire. Le mur craqua comme un os. Fumée s'échappant de la cheminée. Brouillard chaud, crépitement du bois, yeux qui piquent. Elias calfeutra la porte avec un chiffon. Dante écarta les meubles. Le froid s'insinua comme une lame. Elias s'agenouilla. Il ramassa une pierre noire. Il l'enveloppa dans un tissu. Il la plaça sous le banc de Dante. La chaleur fut immédiate. Et là, Dante comprit, la maison ne pouvait pas contenir 2 personnes, et le froid l'emportait. Le lendemain matin, c'était trop calme. La faible lumière filtrait à travers le plafond. De la glace s'était formée dans un coin de la pièce malgré le poêle allumé. Des taches noires tachèrent le plafond. Le bois était saturé d'humidité. La structure grinçait. Elias colla son oreille contre le mur. Le crépitement était sourd. Le genre de signe avant-coureur d'une panne. « Si ça coule, » dit Dante, « nous ne nous en sortirons pas. » Elias se leva. Il ramassa la hache. Il enroula la corde autour de son épaule. Il tira le traîneau. « Où vas-tu » insista Dante. « Rien. » À la porte, un signe de tête. « Restez. » Et il est parti. Dante découvrit dans un coin une boîte contenant des chiffons, des racines, et ce qui semblait être une carte. Des lignes tracées au fusain, des mesures en pas. Un X entouré de cercles. Dehors, le vent effaça les traces d'Élie en moins d'1 heure. La température chutait brutalement. Le poêle fonctionnait encore, mais il y avait peu de bois. Le poisson avait disparu. Les pierres noires ne retenaient plus autant la chaleur. Le froid commença à lui remonter le long des pieds, à lui tordre l'estomac et à ralentir ses pensées. Sa tête palpitait doucement, comme si son corps s'éteignait peu à peu. Au petit matin du 2e jour, le mur principal de la cabine s'est incliné. Il n'est pas tombé, mais il a cédé. Des copeaux congelés et de l'argile séchée tombaient comme de la poussière de verre. La fumée recommença à descendre. Dante suffoquait. Il essaya de boucher la fissure avec un chiffon. Il essaya de réchauffer les pierres. Il essaya de dormir debout, appuyé contre la dernière fissure qui laissait encore échapper l'air. Dans un moment de lucidité, il ouvrit son ordinateur portable, la batterie presque à plat. Il écrivit « Tout ce que j'ai appris est inutile ici. Je me suis trompé sur toute la ligne. » Elle se ferma et attendit. Alors qu'il comptait déjà les jours à cause de la douleur qui lui transperçait les os, il l'entendit. Mesure, faible, mais constant. Elias émergea du brouillard. Son visage était couvert de glace carbonique, ses mains enflées, le traîneau lourd, du bois de chauffage empilé, du poisson fraîchement pêché, des racines sèches, une couverture supplémentaire. Je n'ai rien dit. Il entra tout simplement, regarda le plafond et commença à étayer le mur avec des morceaux de bois humides. Dante resta assis, vivant, mais fracturé intérieurement. Ce soir-là, ils mangèrent en silence. Le lendemain matin, ils reconstruisirent une partie de la structure avec de l'argile chauffée et de vieux journaux. Exactement ce dont Dante s'était moqué quelques jours auparavant. La tempête est arrivée comme un prédateur. Le ciel ne s'est pas obscurci comme la nuit. Il s'est obscurci comme un épais rideau qui tombe. Le vent ne hurlait pas, il rugissait, comme s'il voulait arracher la terre. Elias a cessé de travailler. Il regarda la bâche étendue dehors. « Ça va céder », a-t-il simplement dit. Dante comprit. Il n'a pas demandé quoi, ni quand. Ils viennent à peine de commencer à creuser. Ils utilisèrent la même pelle, chacun leur tour en silence. Ils creusèrent un tunnel près de la base de la hutte, là où le sol n'était pas encore complètement gelé. L'argile épaisse, dure comme la pierre, ne cédait que sous la chaleur de leurs mains et leurs efforts répétés. Ils travaillèrent jusqu'à ce que leurs doigts saignent à l'intérieur de leurs gants. L'idée était simple, presque absurde. Enterrer l'abri. Elias connaissait une technique ancestrale utilisée par le peuple inuit.
Des structures souterraines aux toits de branchages et de neige permettaient de conserver la chaleur même par temps chaotique. Mais cela prendrait des jours. Et il n'avait que quelques heures. Cette nuit-là, le mur d'origine a finalement cédé. Le vent a déchiré la bâche. La porte s'est transformée en trou. La fumée s'est dissipée. Et le feu a failli s'éteindre. Dante serra le poêle dans ses bras. Elias scella la base de l'entrée de son propre corps, empêchant ainsi l'air glacial de pénétrer. Lorsque le vent s'est calmé pendant quelques minutes, ils ont repris leurs travaux de creusement. Le toit de l'abri commença à se fissurer. La pierre noire sous la structure craqua avec un bruit sec, comme du verre qui se brise. La lumière s'estompa. Le temps n'était plus une question de comptage. C'était de la résistance. Le deuxième jour, au plus fort de la tempête, ils pénétrèrent dans la nouvelle structure. Une pièce basse, un plafond de branchages recouvert de terre gelée, sombre, odeur de mousse et de fumée. Il ne faisait pas chaud, mais il était vivant. Elias a improvisé un fourneau avec une boîte de conserve en métal. Il a chauffé des petites pierres. Dante modela l'argile dans les fissures à main nue. Ils dormaient côte à côte. Pas de couverture séparée. Ils partagèrent la chaleur et le silence. Le lendemain matin, le vent s'est arrêté. Dehors, tout ressemblait à une photographie fixe. Un blanc absolu, figé dans le temps. Elias est sorti le premier. Dante le suivit. La vieille cabane était presque entièrement ensevelie. La cheminée avait disparu. La bâche était déchirée. Les traces de l'abri s'estompent avec le temps. Elias prit une profonde inspiration. Il a ramassé la hache. Et tout a recommencé. Cette fois, à côté de la nouvelle entrée, il érigea 2 cheminées. La radio restait silencieuse. Le village semblait n'avoir jamais existé. Mais leur routine existait. Chasse minimale, feu permanent, renforcement du toit tous les 3 jours. L'abri n'était plus une cabane. C'était une tranchée de survie. Le 34e jour, ils entendirent. Une coupure dans l'air. Bouton, hélice. L'hélicoptère. Dante courut jusqu'à la clairière près de l'abri. Il agita les bras. La neige se mit à tomber. Le pilote ralentit. 3 hommes sont descendus du bus. Uniformes gouvernementaux. Toujours en vie ? Demanda l'un d'eux, surpris. De justesse, répondit Dante. Et le fou dans la cabane ? Dit un autre en riant. Élie apparut. De l'argile sur les bras, de la suie sur le visage. Il n'a pas répondu. Il s'est contenté de regarder. Le soldat baissa les yeux. Le chef de mission a immédiatement réagi. Pavel hésita. Il regarda Élie. Au refuge, pour vos propres mains, brûlées par le froid, mais pleines de sens. Je vais rester encore un peu, dit-il. Mais pourquoi ? Dante ne répondit pas. Il tourna le dos. Il est retourné au refuge. L'hélicoptère a décollé. Le soldat qui s'était moqué de lui regardait toujours par la fenêtre. Il vit les 2 hommes. Des ombres immobiles dans un blanc absolu. Dans son carnet de terrain, Dante a écrit « À 63 degrés Celsius, la dernière bouffée de fumée s'élève. Ce n'est pas la chaleur. C'est à ceux qui choisissent de rester de décider. Le printemps est arrivé comme un murmure. La glace a cédé. Les rivières se sont remises à couler. L'abri a tenu bon. De la fumée s'échappait des cheminées. Dante resta 2 semaines de plus. Aider, agir, apprendre. Un jour, il se réveilla avant Élie. Il alluma le feu. Il a préparé le poisson. Il a renforcé le toit sans se tromper dans le dosage. Elias se contenta d'acquiescer. Pas d'éloge. Une simple reconnaissance. Le gouvernement est de retour. Il souhaitait que Dante dirige de nouvelles études. Il a accepté, mais il a conservé l'abri comme base. D'autres autocars sont arrivés. Aucun n'est resté. Qui a fait ça ici ? Demandèrent-ils. J'ai aidé, répondit Dante. Elias n'a jamais donné d'explication. Il n'a jamais écrit. Il a simplement résisté. Le village ne revint jamais. Mais sur les images satellites, 2 colonnes de fumée apparaissaient toujours, en plein milieu de nulle part. Des années plus tard, Dante a demandé sa mutation permanente au Nunavut. À son retour en ville, il refusa de loger à l'hôtel. Il dormit dans un abri de boue, qu'il a construite lui-même. La persévérance n'est pas toujours synonyme d'entêtement. Le silence n'est pas toujours synonyme de vide. Il existe des endroits où le froid réduit les mots au silence. Mais cela n'efface pas sa présence, et il y a des histoires qui n'ont pas besoin d'être racontées à voix haute. Ils sont tout simplement en train de fumer, point bas, constante, comme cette fumée au bout du monde.